Vendredi 18 septembre, vous êtes sur NC Première. Il est 19h30, l'heure de votre journal local. À la une de l'actualité ce soir, 30% d'augmentation au 1er octobre. C'est la hausse du prix du tabac décidée hier au Congrès, une mesure accueillie en demi-teinte par les buralistes et les fumeurs. La mutation urbaine en cours à Nouméa ou comment concilier logement supplémentaire avec circulation et cadre de vie. Nous en parlerons avec Daniel Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 5e adjoint à la mairie, chargé de l'urbanisme. À tout à l'heure. Justine King disputera les courses hippiques de Nouméa ce samedi. Elle est la seule femme jockey licenciée, 4e au classement de la saison en cours. Son portrait dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et on commence avec ce coup de tabac sur le tabac. 30% de hausse du prix du paquet de cigarettes au 1er octobre. Hier, le Congrès a adopté la mesure à la majorité. Objectif double, dissuader les fumeurs et faire rentrer des recettes. Mais les buralistes et les fumeurs ne sont guère convaincus. Caroline Antich-Martin et Claude Lindor. 4 000 francs les 4 paquets de cigarettes. Dans 13 jours, cette cliente devra débourser 5 200 francs pour le même achat. Avec cette augmentation spectaculaire de 30% du tabac applicable au 1er octobre, le gouvernement espère réduire la consommation, notamment celle des jeunes. Alain Guirec, buraliste depuis 11 ans, n'y croit pas. Ça ne résout pas forcément les problèmes des gens qui sont accros des cigarettes, parce que ou ça va les gêner vraiment au niveau de leur budget, parce qu'ils vont continuer à fumer, ou alors ils vont se rabattre sur d'autres façons de fumer. Et déjà, on voit pas mal de jeunes dans les rues qui ne fument pas vraiment des cigarettes, qui fument autre chose, ce qu'on appelle les roulés, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, mystère et boule de gomme. Donc, ça ne résout pas vraiment le problème. Même crainte chez ces jeunes femmes. Selon elles, cette hausse sera au mieux inefficace, au pire favorisera la consommation de cannabis. Même s'ils augmentent les prix, ça ne va rien changer. Je pense que les jeunes ils vont toujours consommer. Cette augmentation, ça va finir par nous pousser à fumer encore plus autre chose que des cigarettes. On va finir par fumer du cannabis parce que ça c'est gratuit. Nous habituer à quelque chose, puis maintenant il faut payer encore plus cher. Aujourd'hui, près d'un Calédonien sur 2 est fumeur et 1 décès sur 5 est lié au tabac. Pour Nicolas, il est donc normal de prendre des mesures contre ce fléau. Quand on taxe comme ça ce produit, c'est pas les marges aux fabricants qui augmentent, c'est les marges pour le gouvernement, c'est les marges pour nous-mêmes, pour les citoyens. C'est de l'argent qui va être reversé pour la santé publique et chacun doit prendre ses responsabilités. La hausse devrait rapporter 3 milliards de francs par an affectés au RUAM. Quant à savoir si elle incitera les fumeurs à écraser définitivement leurs cigarettes, c'est une autre histoire. En bref, la mort au volant de son véhicule à Touault d'un jeune homme de 22 ans hier vers 18h30. Les 3 passagers à bord ont été blessés puis transportés à l'hôpital de Poindimié. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 4 personnes n'avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité. Et justement, dans ce contexte, ce matin à Lifou se déroulait la première campagne de prévention de la sécurité routière. Cette opération a mobilisé gendarmes, pompiers et 250 élèves des 4 collèges de l'île. Précisons aussi que les collégiens ont demandé au maire de Lifou l'interdiction de la vente d'alcool sur l'île le week-end. Nous en parlerons demain avec un reportage complet de Sylvie Méhoun. Actualité judiciaire à présent avec cette affaire de prostitution de mineurs de 15 ans jugés au tribunal. Dans le box des accusés, 7 hommes. Le proxénète a pris 2 ans, dont 1 année ferme, et les 6 acolytes 4 mois avec sursis. Les faits se sont déroulés de janvier 2012 à avril 2014. Bernard Lassos et Philippe Kunzmann. C'est le procès de la misère de tout le monde, a commenté le président du tribunal ce matin. Mais c'est d'abord l'histoire d'une adolescente orpheline à 2 ans, fugueuse à 12 ans et au contact de la prostitution à l'âge de 14 ans. C'est même une consoeur plus âgée qui la pousse à sauter le pas avec Alfred, la soixantaine, qui hébergera la victime en ayant avec elle des relations tarifées. Puis le cercle des clients s'est agrandi, Alfred prête son studio, joue même le rôle d'intermédiaire pour relancer la clientèle. Son téléphone le trahira.
L'enquête fait état d'une vingtaine de clients réguliers. Ils ne sont que 6 sur le banc des accusés. Artisans, commerçants, retraités, s'ils reconnaissent les faits, ils nieront avoir imaginé l'âge de la victime, 15 ans à l'époque. Le tribunal les a reconnus coupables de recours à la prostitution de mineurs de 15 ans et les a condamnés à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Ce sera 2 ans, dont un ferme pour Alfred, convaincu lui de proxénétisme sur mineurs. L'affaire du nourrisson mort, calciné, retrouvé vallée du Tir. La mère s'est présentée mercredi au commissariat de police. Une lycéenne de 19 ans qui était hier soir encore entendue par les enquêteurs dans l'attente d'une autopsie du corps. Une garde à vue prolongée pour homicide et recel de cadavres a été ordonnée. Et puis la grève des contrôleurs aériens, 3e et dernière journée, tous les vols seront assurés ce week-end. Mais le syndicat des contrôleurs affirme encore réfléchir. Pour l'instant, les discussions avec l'aviation civile sont au point mort et les deux parties ne se sont pas rencontrées depuis mercredi, même si elles affirment avoir la volonté de négocier. Notre dossier ce soir, il concerne la mutation immobilière en cours à Nouméa avec un gros plan ce soir sur la presqu'île de Ouémo, un quartier situé après Magenta qui s'est considérablement développé. Mais quelles sont les conséquences de ce nouvel urbanisme pour les résidents? Anaïs Guérard et Claude Lindor. À 10 minutes du centre-ville, la presqu'île de Ouémo voit ses villas détruites les unes après les autres suite au rachat de promoteurs. Il y a 20 ans, il y avait des villas tout autour. Et puis les immeubles ont poussé comme des champignons parce que les gens ont vendu leurs biens pour une fortune, quoi, et qui ont été rasés. Il y avait derrière moi, il y avait une villa, il y avait une toute petite villa à la limite insalubre. Ils ont vendu le terrain, une fortune. Plus de vues sur le Mont d'Or pour Paul Villa, mais ce dernier compte bien malgré tout conserver son précieux lopin de terre. Comme lui, René, habitant le quartier depuis 7 ans, s'était attaché à son petit bout de jardin en plein milieu de Ouémo. Simple locataire d'une maison, la loi du marché de l'immobilier a eu raison d'elle. Je suis obligée de partir pour le 15 décembre, puisque c'est vendu à un promoteur, donc il y aura un immeuble à la place de la villa. Un changement d'habitat qui perturbe le mode de vie des habitants. Le matin, les ralentissements sont désormais de mise. Aux heures de pointe, une vingtaine de minutes peuvent être nécessaires pour sortir de cette presqu'île cul-de-sac. En parallèle, le problème se pose également en sous-sol. L'assainissement fait partie des inquiétudes des habitants s'opposant à la densification du quartier. Il y a effectivement une station d'épuration qui est effective à Magenta, mais qui ne prend pas en compte tous les immeubles de Ouémo, compte tenu du fait qu'elle est sous-dimensionnée par rapport au nombre d'immeubles qui naissent tous les jours, comme vous en voyez là derrière moi, et comme celui-là qui était avant la maison Le Normand, sur près de 60 arts de terrain. Donc normalement, ces immeubles, lorsqu'ils déposent leur permis de construire, demandent à ce qu'il y ait une fosse septique qui soit indépendante. Mais il n'y a pas de contrôle sur le fonctionnement à proprement dit de la fosse septique, ce qui fait que si elle tombe en panne, elle peut rester en panne. Autre interrogation relevée par les habitants, la scolarisation de leurs enfants. L'unique école primaire de Ouémo affiche déjà complet pour la petite section de l'année prochaine. N'ayant pas les moyens de s'agrandir, l'établissement envisage d'envoyer dès 2016 des élèves à l'école de Boletti à Magenta. Une problématique liée à la densification que l'on retrouve dans d'autres quartiers de Nouméa. Daniel Leroux, on vient de le voir dans ce reportage, la densification de Nouméa reste problématique. Écoutez, la densification de Nouméa, si on veut parler de Ouémo, j'ai les chiffres de Ouémo. Depuis 2010, on a autorisé 365 logements. Bon. Pourquoi Ouémo a été aussi attirant pour les promoteurs? Parce que, vraisemblablement, le PUD qui était en révision pendant de nombreuses années, qui a bloqué les choses pendant un certain temps, qui a été opérationnel en 2013, a permis à certaines zones, à peu près 10% du territoire de Nouméa, hein, les zones résidentielles, à seulement 10% de ce territoire de permettre des R+2. Hein, le reste, c'est R+1. Donc sur le plan, c'est 2 étages. Hein. C'est 2 étages. Donc les promoteurs, il y a quand même une forte demande, ont trouvé à Ouémo des terrains assez grands. Enfin bref, ils ont trouvé preneurs. Mais vous disiez que ce PUD de 2013 était catastrophique. Qu'est-ce que vous allez faire, nouvelle équipe municipale, pour justement pallier ces problèmes?
Alors, oui, les chiffres sont pas bons. Hein. Vous savez, depuis le dernier recensement, on a les vrais chiffres. Hein. Depuis 4 ans, la population de Nouméa a augmenté de 2500 habitants, on ferme des écoles, la population est vieillissante. Donc, on pourrait se dire aujourd'hui, bon, ben oui, on accepte. Ça veut dire que les jeunes ménages, les classes intermédiaires, tout ça, on les rejette ailleurs. Donc, nous, notre mandature, on s'est engagé à essayer de résoudre ce problème. Or, vraisemblablement, le PUD est grandement responsable de cette situation. Donc vous allez le changer. Donc on va le mettre en révision. Et pour le mettre en révision, eh bien, il faut attendre l'année prochaine. Néanmoins, on a quelques axes de réflexion. Et que vous voulez faire quoi alors? Le centre-ville par exemple, prenons le centre-ville, car il a été souvent montré du doigt. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le centre-ville? On parle de tours, on parle d'habitation en hauteur. Est-ce que vous allez rénover cela ou le faire? Non, le centre-ville, ça fait 20 ans qu'on peut construire des tours. Hein. Depuis 20 ans, on peut construire des tours. Il y en a eu 2 de construites. Le centre-ville ne peut pas répondre entièrement à la demande, c'est pas possible. On ne peut pas dire aux gens, vous n'habiterez qu'au centre-ville. Bien sûr, des tours seront construites, vraisemblablement. Mais vous allez faire des choses dans le centre-ville. On va faire des choses. On a commencé sur la place des Cocotiers. On va faire des travaux sur les quais ferries en faisant une zone d'animation. Mais bon, donc pour revenir sur nos axes, eh bien, on va aller chercher des terrains non bâtis. Ils sont où ces terrains? Et les terrains non bâtis, dans le privé, il n'y en a plus. 98% du domaine privé est déjà bâti. Donc, on va aller chercher les terrains de la collectivité. Ils sont principalement à l'île Nou. Et vous voulez faire combien de logements à l'île Nou? Alors, à l'île Nou, d'après nos perspectives, on a fait des espèces de scénarios et on pourrait construire à peu près 4 à 5 000 logements. Aujourd'hui, l'île Nou, c'est quoi? C'est que des équipements techniques. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'île Nou? La même chose qu'à Ouémont? Une petite route pour aller sur 5 000 logements? Non, on anticipera. Alexandre, on anticipera, évidemment. Il y aura des voies dédiées au transport en commun. Parce que 4 à 5 000 logements, c'est 20 000 habitants. Et puis donc, enfin, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on regarde les quartiers existants et qu'on voit ceux qui peuvent muter, qui ont déjà commencé à muter. Ouémont a déjà commencé. Et donc, voir si on accompagne cette mutation, si on protège, on va protéger des quartiers, naturellement. Alors, pour revenir sur Ouémont, pour rassurer les gens de Ouémont, bien sûr, le problème de circulation est dramatique. Donc on va rétablir la liaison qui était prévue à l'ancien PUD et qui a été supprimée au nouveau PUD, la liaison qui va arriver à travers les palétuviers jusqu'à la station Total, là, vous voyez, de Sainte-Marie. Une dernière chose, quand vous étiez dans l'opposition, on va dire, avant que vous soyez à la mairie, vous parliez de faire des tours, et on vous a accusé de bétonnage. Est-ce que c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, Daniel Leroux, ou pas? Non. Je pense qu'il y a une polémique en ce qui concerne, d'abord, c'est pas moi qui décide, bien évidemment, mais on confond... mutation et bétonnage. Il y a tout un tas de façons de faire une mutation d'une ville. Le bétonnage, c'est un terme qui est exagéré. Et donc, on sera extrêmement vigilant sur les façons de faire muter ces quartiers. Daniel Leroux, merci. On n'a plus le temps, malheureusement, de développer d'autres sujets, comme la baie des Citrons, par exemple. On aurait pu en parler. Et aussi le problème des marinas à Nouméa. Mais on vous réinvitera. Oui, volontiers. Merci encore. Au chapitre institutionnel, l'Assemblée de la Province Sud s'est réunie en séance publique ce matin pour l'adoption de son budget supplémentaire 2015. Il s'élève, ce budget, à 5 779 millions de francs qui viennent abonder le budget provincial. Les détails des chiffres avec Olivier Jeunemann et Maurice Ségou. Le budget supplémentaire 2015 s'élève à 5 779 millions. Il vient abonder le budget primitif, 56 200 millions, en revisitant ses fondements. Le budget primitif avait fait une large place à l'emprunt, 6 600 millions. Le budget supplémentaire réduit le poids de l'endettement à 3 100 millions. Le reste des ressources supplémentaires est essentiellement consacré à de nouvelles dépenses d'investissement. Elles concernent l'habitat social, 600 millions, l'équipement communal, 573 millions, la ZAC de Dimbéa-sur-Mer, 350 millions, et le réseau routier, 240 millions. Le tout représente une enveloppe de 2 milliards destinée à soutenir l'économie et le BTP en particulier. Enfin, 964 millions financeront les interventions et les subventions provinciales. La moitié de ces fonds profiteront à l'économie, à l'emploi et à la formation.
La réponse du président du gouvernement, Philippe Germain, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Rappelons que Vincent Bouvier avait qualifié d'incertaine la légalité de la procédure souhaitée par le gouvernement. Philippe Germain, dans un communiqué, déclare, je cite, « Le gouvernement ne se prononcera sur les demandes d'exportation que lorsqu'il aura obtenu la position du Congrès sur le schéma de mise en valeur des richesses minières. Il se conformera ainsi à l'avis du Congrès sans que ses compétences ne soient affectées. » Fin de citation. La mission d'experts sur le Caillou pour discuter des transferts de compétences. François Garde et Yves Dassonville sont arrivés pour quelques jours en Calédonie. Ils vont aborder avec toute la classe politique calédonienne les questions de l'organisation des pouvoirs publics, de l'enseignement et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous propose d'écouter Yves Dassonville, un des experts. Il est au micro de Brigitte Wapp et Maurice Ségou. Cette mission, pendant les quelques jours que nous allons passer en Nouvelle-Calédonie, va traiter des sujets de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'organisation des pouvoirs publics. Alors ce sont des compétences qui sont à la limite des compétences dites régaliennes. C'est des compétences qui ont été plus ou moins transférées à la Nouvelle-Calédonie. Certaines font l'objet de discussions autour de ce qu'on appelle l'article 27 de la loi organique. Nous a paru important que la mission s'en saisisse, de prendre les compétences telles qu'elles sont à l'heure actuelle et de voir si on peut aller plus loin dans l'accès de la Nouvelle-Calédonie à davantage de responsabilités sans jamais sacrifier sur la question de la qualité du service public. On termine avec Justine King. Elle est originaire d'Afrique du Sud et c'est la seule femme jockey licenciée, 4e au classement de la saison en cours. Elle disputera ce samedi les courses hippiques à Nouméa. Voyons son portrait brossé par Anaïs Guérard et Claude Lindor. Devenir femme jockey, pari gagné pour Justine King. Pour vivre à fond sa passion, cette jeune Sud-Africaine de 23 ans a choisi de passer la saison à l'étranger. Les jockeys étant plutôt rares en Calédonie, l'écurie de Moindou lui a proposé de la recruter, offrant même, en plus de son salaire, son billet et son logement. Une opportunité que Justine s'est empressée de saisir, un choix qu'elle ne regrette pas aujourd'hui, car son pays d'origine ne lui permettait pas de s'accomplir professionnellement. As girls in South Africa, we're not very high rated at all, actually. En tant que filles en Afrique du Sud, nous ne sommes pas bien classées. En ce moment, elles ne sont que 2. Pour les filles, il faut être très compétitive. On se heurte à des personnes dans le milieu qui sont contre la présence de filles dans un monde d'hommes. Tu fais quelque chose que tu aimes, mais on ne te laisse pas réellement la possibilité de t'accomplir. Si le milieu calédonien des courses est beaucoup moins sexiste que celui d'Afrique du Sud, selon Justine King, il lui a quand même fallu se faire une place dans ce milieu masculin. Moi, je pense que les jockeys, au départ, devaient penser que c'était une fille. Elle n'allait pas... Une fille, c'est pas pour rabaisser une fille, mais... Les garçons devaient dire, qu'est-ce qu'une fille va venir faire là? Mais elle se défend, quoi. Pour moi, elle a 200%, elle se bat pour la victoire. Tout ce qu'elle fait bien jusqu'à maintenant, quoi. C'est une battante. C'est pour ça que je suis en admiration devant elle, quoi. Depuis le mois de janvier, Franck et Justine partagent leur passion, et cela avec un mode de communication qui leur est propre, une sorte de mix anglais-français. Peu importe la langue, pour les Weiss, Justine fait désormais partie de la famille. J'ai 2 filles, donc c'est la 3e. Donc on l'a bien intégrée à la maison. Et puis ça fait du bien d'avoir quand même une fille se battre avec les garçons. Puis en fin de compte, ils s'entendent bien les jockeys tous entre eux. Acceptée par tous, Justine King repartira au mois de novembre, au moment de l'expiration de son visa. Partir pour mieux revenir. Pour l'instant, une chose est sûre, l'objectif de Justine est désormais de se faire un nom à l'international. C'est la fin de ce journal. À retenir dans l'actualité, 30% d'augmentation au 1er octobre. C'est la hausse du prix du tabac décidée hier au Congrès. Une mesure destinée à dissuader les fumeurs, faire rentrer des recettes, mais accueillie en demi-teinte par les buralistes et les fumeurs. À suivre sur votre antenne la série Empire ou Empire, saison 1, épisode 5. À demain, passez une très très belle soirée.
Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.